question qui m'est venue par rapport à ce que vous venez de dire. Vous avez montré beaucoup d'exemples de fermes solaires, en fait, où la concentration des panneaux solaires, la production d'énergie est extrêmement centralisée. Est-ce qu'il n'y a pas un problème derrière la loi, et ça je me tourne aussi vers vous, je pense que c'est une question qui se tourne un peu vers l'un des deux. Est-ce qu'on n'est pas en train de promouvoir la dispersion des productions? Et est-ce que ce n'est pas cet élément-là qui aurait pu être en priorité attaqué par la loi? Je sais que ça s'écarte un tout petit peu du débat avec cette question-là, mais malgré tout, on parle du patrimoine, comme Nicolas Blacheux l'a montré, il s'agit d'une portion au fond assez infime du bâti. Est-ce que la loi n'aurait pas mieux fait de cibler, ou le fait-elle peut-être, les endroits où précisément on peut faire des grandes fermes solaires, je ne sais pas, des côtés d'autoroute, d'autres endroits. Là, on aurait peut-être une façon de mutualiser la production d'énergie solaire plutôt que de la disperser comme le prévoit cette simple procédure d'annonce. C'est un peu une question qui se... Alors, c'est important de la disperser. Parce que ce qu'on veut, en fait, c'est que chaque bâtiment devienne un consommateur-producteur ou un producteur-consommateur et que, je dirais, la coordination entre la consommation et la production, cette gestion soit améliorée. Je crois que c'est ça un des grands défis. Tu as soulevé tout à l'heure, un des défis qu'on a, c'est le stockage. Et un des meilleurs moyens de limiter le stockage, c'est d'avoir, je dirais, une excellente coordination entre la consommation et la production. Si je prends l'exemple d'une villa, c'est qu'aujourd'hui, par les tarifs, on est encouragé à faire fonctionner nos machines à laver la nuit, mais ça devrait changer. Maintenant, avec la Confédération qui aussi a changé le système par rapport aux panneaux solaires et qui permet l'autoconsommation, si vous avez votre maison qui a des panneaux solaires, vous avez intérêt à faire fonctionner vos appareils ménagers pendant que vous produisez, pour ne pas acheter justement le courant, parce que maintenant, si les produits sur place, comme l'a montré M. Adorn, c'est quasiment au prix du marché, donc on a intérêt à consommer au maximum sa production, et c'est un défi qui va être de plus en plus grand. Donc cette adéquation entre production et consommation de chaque bâtiment, de chaque entité est de plus en plus grande, et c'est une des choses qu'on encourage. Et je crois que les grandes installations, on est en train de quitter l'ère des grandes installations, des centrales nucléaires, des grands barrages, de toutes ces installations. On est en train de remplacer ces grandes installations par des milliers, des dizaines de milliers de plus petites. Et la seule façon de bien arriver à gérer tout ça, c'est justement d'améliorer, je dirais, le lien entre consommation et production. Et ça, c'est possible à l'échelle du bâtiment. Le bâtiment est une bonne échelle pour ça. Il y a encore plein de défis à résoudre techniques et sociaux et de comportement. Mais je crois que c'est vraiment l'objectif, un des objectifs, c'est de rendre les bâtiments plus autonomes d'une façon générale. Moi, je crois qu'il n'y a pas opposition. Ce qui est centralisé à l'échelle du solaire, c'est vraiment tout petit, c'est quelques mégawatts. On ne parle pas des milliers de mégawatts des grandes centrales, donc on est encore relativement faible. Donc je pense qu'il faut des deux. Voilà, pour répondre à votre question, il faut des deux. Clairement, si vous avez une consommation à un endroit et que vous pouvez produire sur l'endroit sans transporter, c'est un avantage. Donc ce que M. Balseguer a dit, à mon avis, est tout à fait logique et bien. Sur les bâtiments, on doit produire ce qu'on va consommer. Et quand on aura une solution de stockage électrique, qui mettra encore un peu de temps, mais elle va venir, on n'aura plus à transporter cette énergie loin, et je pense qu'on fera 50% local déjà. Et puis en centrale, c'est intéressant parce qu'on réduit les coûts. C'est vraiment ça le moteur de la chose. Et l'autre avantage de la centrale, c'est que vous avez des électriciens qui sont d'accord d'en faire. Décentraliser, c'est très difficile à gérer pour un électricien. Centraliser, il préfère. On peut le comprendre, je ne juge pas, je vous explique un peu les faits. Et il y a une manière de réguler ça, centraliser, décentraliser, c'est ce qu'on appelle le tarif d'achat, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire le solaire s'est développé en Allemagne en 2001 parce que les Allemands rachetaient le courant électrique, alors tout le monde solaire, pas rachetait, achetait, c'est une faute de français parce qu'il n'a pas été vendu une première fois, le tarif d'achat donc, et en Suisse on a mis beaucoup d'années, 2008 pour l'avoir, maintenant il y a un tarif d'achat, on vous achète votre courant solaire. Le problème c'est que, enfin le problème, vous pouvez réguler facilement les grandes centrales en diminuant énormément le tarif d'achat, c'est ce qui est en train d'être fait. 19 centimes le kilowattheure, il y aura l'année prochaine très peu de grandes centrales solaires. Ça met à risque les entreprises comme Solstice par exemple, à mon avis, hein, je m'avance un peu, mais je vous mets un petit
petit warning, un avertissement que les entreprises qui ont beaucoup investi dans le solaire et puis qui sont là, qui vont créer des emplois et puis qui assurent notre futur, elles sont à risque parce qu'il y a un tarif d'achat trop bas. 19 centimes, c'est en dessous du prix coûtant. Les gens qui vont faire des grandes fermes solaires, ils ne vont plus le faire. Les particuliers vont encore peut-être le faire parce qu'en dessous de 10 kW, on reçoit son chèque de 30% de la valeur. Et puis qu'il vaut peut-être mieux faire une toit solaire que d'avoir une grosse voiture dans son garage. Mais les grandes centrales vont un peu le freiner. Donc moi, je milite pour les deux, en sachant que c'est bien d'être sur le lieu de consommation à terme quand on a le stockage. Merci. Une question pour Nicolas Melachot, un peu provocateur, mais au fond, l'article 18, il ne suffit pas, le patrimoine suisse, comme garde-fou. Quel est vraiment le problème? Y a-t-il un problème avec la nouvelle loi sur l'énergie? Le problème peut-être sur la nouvelle loi sur l'énergie, les bâtiments classés 1, 2, les sites ISOS, vu que les sites ISOS sont protégés aussi, c'est peut-être la grande quantité du patrimoine en note 3, qui est un grand patrimoine important, qui lui ne semble pas être protégé en fait, par la loi. Ça c'est une question qu'il faut peut-être débattre avec les services de l'énergie. Pour nous, en fait, pour Patrimoine Suisse, que l'on insiste sur le fait que tout projet de panneaux solaires sur le patrimoine fasse l'objet d'une autorisation. Pourquoi une autorisation? Simplement pour contrôler la manière en fait, dont on met en place en fait, ces panneaux sur les toits. Mettre des panneaux sur des toits historiques, pourquoi pas, dans des cas particuliers, on l'a vu avant, mais pas n'importe comment, et ce contrôle, on pense que c'est quelque chose qui est indispensable en fait, à la qualité de la sauvegarde du patrimoine. Donc, je m'adresse à vous, comment vous voyez en fait ce contrôle? Bon, déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que finalement, ce n'est pas la législation sur l'énergie qui a facilité la pose de panneaux solaires. La nouvelle loi sur l'énergie au niveau cantonal, elle demande à ce que les nouveaux bâtiments, finalement, couvrent 20% de leurs besoins en énergie. Les nouveaux bâtiments, par définition, ils sont mis à l'enquête. Ils peuvent être à proximité de bâtiments protégés, mais vu la mise à l'enquête, finalement, évidemment, tous les services d'État peuvent se prononcer, les riverains, les associations telles que Patrimoine Suisse. Donc là, je dirais pour les nouveaux bâtiments, je ne vois pas de problème, le droit du tiers est parfaitement préservé. Alors maintenant, les autres législations ont été modifiées, sont celles sur l'aménagement du territoire, donc en fait, qui ne dépendent pas de l'énergie directement. Mais je crois que c'est une volonté des autorités politiques de faciliter effectivement la pose de ces panneaux par rapport aux défis énergétiques que vous avez cités, et d'équilibrer les deux. Je crois qu'il y a, pour moi, c'est un juste équilibre qui est trouvé, c'est-à-dire qu'on ne veut pas sacrifier l'un en faveur de l'autre. On dit les autorisations sont nécessaires pour les bâtiments classés à l'inventaire. Par contre, pour les autres, effectivement, il y a ces facilités de pose et on compte sur les professionnels. Et je crois que les problèmes que vous avez soulevés, on a les mêmes par rapport à la qualité de la réalisation des bâtiments, par rapport à la qualité d'isolation qui est posée, quand les calculs à la réalité, vous vous souvenez, quand on voit fait il y a quelques années une étude qui montrait que 60% des bâtiments n'étaient pas réalisés comme ils le devraient au niveau énergétique. Donc ce problème entre ce qui est planifié et ce qui est réalisé, je sais qu'on a dans tous les domaines. Donc là, je crois qu'à nous d'être diligents, aux professionnels, qu'on ait les uns et les autres de faire correctement notre travail. Et je crois que si chacun le fait, si chacun est vigilant, si chacun forme, si chacun au niveau de la formation, et là, je pense qu'on peut volontiers s'associer, que ce soit la SIA, que ce soit Patrimoine Suisse et les énergéticiens, pour montrer les bons exemples qu'on les a vus ce soir, pour former aussi les installateurs. Mais je crois qu'on a tout pour bien faire. Et je crois qu'il faut juste qu'on puisse transmettre et former, et je crois que les choses vont pas vraiment se passer. Je crois qu'on a vu ce soir plein d'excellents exemples sur des grands bâtiments. Et ça met en évidence que finalement, on a discuté à quelques pourcents près sur les chiffres, mais 90% du patrimoine offre en fait des conditions extrêmement intéressantes et de plus en plus avec les nouvelles technologies. Et puis le message quand même que Patrimoine Suisse aimerait faire passer, oui, il n'y a aucune contradiction au panneau solaire, mais soyons très très attentifs sur ce petit 10%, grosso modo, sur lesquels c'est peut-être pas forcément nécessaire en premier recours de poser les panneaux solaires. Quant à moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est peut-être pas nécessaire, il y a bien d'autres toits plats qui peuvent s'y adapter. Si toutefois on doit le faire, ce que je demanderais, c'est que les procédures soient claires et simples et rapides, c'est tout.
c'est qu'il n'y ait pas d'arbitraire dans la commune. Vous êtes dans une commune et puis vous êtes face au secrétaire communal qui nous dit pas de capteur solaire noir chez moi. Je dis, je sais pas, mais au canton, vous avez dit 30 jours avant, on annonce. Si ça se fait relativement rapidement, puis qu'on a un OK, c'est bien intégré au sens où le canton le souhaite, en ayant discuté avec les professionnels des patrimoines, pas de problème. Pourvu que ce soit sans arbitraire et rapide. Parce que lorsqu'on est dans un projet, il faut que ça aille vite. Et puis quand il y a de l'arbitraire, c'est la porte ouverte à toutes les acrimonies diverses dans les villages et les cauchemars. Je peux peut-être juste dire, pour l'énergie, la priorité n'est pas de mettre des panneaux photovoltaïques ou solaires sur les bâtiments protégés. C'est pas la priorité. Il y a beaucoup, comme on s'est dit, il y a 90% des autres bâtiments. Par contre, pourquoi pas? On voit qu'on a maintenant des bons produits qui se développent, et il y en aura de plus en plus qui viennent. On voit qu'il y a des bons projets. Donc je dirais, pourquoi ne pas le faire? On voit que c'est déjà souvent des bâtiments qu'on a plus de peine à isoler, donc où les habitants et les propriétaires sont péjorés. Il suffit que les prix de l'énergie augmentent, un jour ou l'autre, on sait que ça va augmenter. Donc je crois que pourquoi pas en poser, pourquoi pas faire des projets, comme vous le dites, qui sont de qualité. Et je crois qu'encore une fois maintenant, et de plus en plus, on a tous les outils, tout le savoir-faire pour de tels projets. Et je crois que ça permet aussi de développer la technologie, comme M. Adam l'a très bien mentionné. Donc je crois que c'est pas, pour être très clair, c'est pas notre priorité, c'est pas la chose qu'on met devant et c'est pas notre combat, mais je pense par contre qu'on doit aussi envisager d'en mettre sur de tels bâtiments, et que ceux qui sont motivés à le faire et qui sont prêts à mettre les moyens et à trouver les bons moyens, on doit, je dirais, les accompagner, effectivement, pas de mettre le bâton dans les roues, mais les accompagner pour qu'ils puissent faire le bon projet. La parole au public. Quelle est une question? Je vous demanderai juste de vous présenter rapidement en posant d'autres questions. Bonsoir, je m'appelle Gianluca Paglia, je suis étudiant à l'EPFL en ingénierie dans le bâtiment, bientôt à la fin des études. J'ai une petite question provocation. J'aimerais savoir, on est où en termes de promotion, mais surtout sensibilisation de l'énergie solaire vis-à-vis de la population. Parce que ce soir, la plupart d'entre nous, et des personnes concernées et sûrement touchées par les thématiques solaires, mais la population, en fait, les particuliers sont touchés comment? Malheureusement, on entend parler, on a vu des exemples très symboliques, mais la remarque c'était plusieurs fois personne ne les voit. Personne ne voit ces panneaux solaires, vous voyez qu'on ne les voit pas. Moi j'aimerais bien que les personnes puissent les voir en fait, pour se rendre compte de ce qu'il faut faire. Et juste, je termine avec un petit exemple. Dans les brochures des services industriels de la ville de Lausanne, pour les dernières 2 années, on voit des jolies fleurs et un message, le biogaz c'est cool, mais on ne voit pas encore un petit message, le solaire c'est également cool. Merci, M. Romain. Alors, la sociologie comportementale vis-à-vis de l'énergie est un sujet très très difficile, débuté dans les années 60 et 70, notamment par Amory Lowins aux États-Unis, qui a montré qu'il y avait un effet comportemental sur l'énergie. On a très peu d'études, en fait, de savoir si la population a envie de voir du solaire ou pas. Je ne peux pas vous répondre autre chose que ce que je vais vous dire maintenant. Moi, avec les années, je suis devenu un technologue. J'étais un peu comme vous, en pensant qu'il fallait réformer les comportements et autres. Par exemple, je vais prendre un exemple sur l'éco-drive. Vous donnez des cours sur l'éco-drive. C'est fantastique, quand vous sortez du cours, les gens font 5% d'économie. Et puis le lendemain, ils font 2%. Et puis le surlendemain, ils font plus d'économie parce qu'ils accélèrent au feu rouge comme ils le faisaient avant. Donc cette conscientisation, je pense qu'elle a des effets peu durables. Ça a été montré dans différentes circonstances. Et que je suis, c'est ce que je vais vous dire maintenant, je suis devenu plus technologue. C'est-à-dire que si vous avez une voiture qui, quoi qu'il arrive, consomme 3 litres, pas besoin d'aller au cours d'une voiture à 10 litres pour économiser 5%. Si vous avez une maison qui, quoi qu'il arrive, est solaire, pourquoi être sensibilisé? Vous êtes sensibilisé aux peintures à pigments sans zinc? Non. Voilà. Je pense que la réponse est assez technologique, malheureusement.
pense que changer les comportements, c'est tellement difficile. Mais je ne veux pas m'aventurer sur un domaine que je connais pas. Peut-être que l'État peut changer les comportements, par les obligations, bien sûr. Alors effectivement, je pense qu'on intervient à plusieurs niveaux. Le premier, c'est l'information. Et on n'en fait jamais trop, ça c'est sûr, mais on est là ce soir, il y a d'autres événements, on a des stands, on a des campagnes d'information, mais c'est vrai qu'elles sont plus ou moins visibles. Et je pense qu'il y a le plus visible, c'est ce qui se développe, et c'est les bons exemples, ça c'est sûr, et c'est aussi d'intervenir auprès des professionnels. Et je pense que là, comme c'était soulevé tout à l'heure, je crois qu'il y a toute une nouvelle génération qui vient, que souvent tu adores, qui est formée aussi, qui est habituée, comme vous, à ces nouvelles technologies. Il y a des gens plus anciens, comme moi notamment, qui ont déjà quelques heures de travail derrière et qui doivent s'habituer et se préparer à ces changements. Puis, la nature humaine a horreur des changements, donc souvent on file dans les habitudes, la facilité quelque part. Et je pense que là, auprès du professionnel, on a un grand effort à faire. Je crois que c'est aussi le professionnel qui doit conseiller son client, l'encourager quand il fait des rénovations, quand il prend des démarches, de lui proposer quelque chose auquel il a pu penser. Alors, le rôle de l'architecte là est important en fait dans les changements de comportement. D'informer le client, de favoriser en fait des nouveaux matériaux, des nouvelles technologies. C'est clair que c'est aussi un rôle de l'architecte, bien sûr. On a une question ici. Jean-Louis Rochard, de l'entreprise Rochard Solaire. Je ne savais pas ce que vous alliez dire, M. Balsiguet, mais vous avez pratiquement annoncé la remarque que j'allais faire, parce que comment divulguer le solaire, comment faire que la population l'apprécie? Je crois que la première chose, c'est de le faire beau. Je crois que c'est notre responsabilité. Moi, j'ai fait plus de 100 projets, la plupart dans la région, certains dans le Jura, mais la plupart dans le canton de Vaud, canton de Fribourg, sur des fermes, certaines anciennes, certains bâtiments du XVIIIe siècle, ou d'autres nouvelles. Personnellement, je trouve que c'est bien que ça soit visible, parce que c'est visible, c'est beau, on finit bien les bordures, on couvre l'entier du toit. S'il y a des Vénus ou des cheminées, on fait quelque chose d'harmonieux. Naturellement, la population le trouve beau. J'ai fait plusieurs grandes installations pays d'en haut, et les gens se disent, mais c'est beau. Sur les tennis de la Verre à Beauvais, une étudiante d'architecture a dit, le bâtiment est plus beau maintenant avec les capteurs solaires qu'il n'était avant. Donc je crois que c'est notre responsabilité de ne pas nécessairement vouloir tout couvrir. Il faut des fois faire un peu moins, il faut des fois faire qu'un, pas les deux, mais je pense que la beauté est un élément très important dans le développement du solaire. Et mon expérience personnelle est qu'il y a vraiment une attitude très favorable, non seulement à faire une installation, mais ensuite le plaisir qu'a un industriel, et j'ai fait 4 projets, c'est un grand industriel d'Yverdon, qu'a un paysan ou un particulier à avoir sur son toit une production solaire, c'est une grande fierté. Et j'ai le sentiment de traiter qu'avec des gens qui sont heureux d'avoir fait une installation solaire. Et je crois que c'est ainsi que la chose se développe à cette vitesse, elle se développe vite. Merci. Si ça suscite une réaction de votre part. Est-ce qu'il y a encore une question? Mais il n'y a pas de questions, mais pourtant, des ombres et tout. Bonsoir, Jean-Baptiste Boivin, chez j'aurais une question en relation avec le patrimoine, ce soir. Donc vous parlez beaucoup de solaire lié avec des bâtiments qui ont une valeur historique. J'ai vu beaucoup d'exemples également de surfaces très chargées en panneaux solaires pour des bâtiments qui sont construits aujourd'hui et qui ont été construits il y a une dizaine, une vingtaine d'années. Bon, moi, j'ai un petit peu de difficulté encore à voir une certaine intégration entre la technologie du solaire et des bâtiments qui ont une vraie valeur historique. Pour moi, la technologie n'est pas encore au point. Peut-être que ce sera le cas dans 10 ou 20 ans, mais par rapport aux exemples que j'ai vus, je ne suis pas, confiant et rassuré par rapport à cette intégration. Et je me demande pour quelles raisons insister sur le patrimoine aujourd'hui, alors qu'il serait possible de créer une sorte de compensation éventuelle, c'est-à-dire que d'insister sur des bâtiments industriels construits
avec la technologie solaire sur de grandes surfaces, qui pourrait amener justement une proportion d'énergie solaire importante, et à ce moment-là compenser ce qui ne peut pas se faire sur les bâtiments existants, qui peut-être arrive à 10 ou 20 ans, est-ce que ces choses-là seront vraiment intégrées et acceptables dans l'industrie. Donc ça c'est ma première question. Et la deuxième, donc vous parlez de l'énergie solaire, je voulais savoir quelle était la durée de vie des panneaux solaires, comment est-ce que ça évolue technologiquement, et qu'est-ce que ça implique au niveau du recyclage, et la problématique du recyclage. Parce que quand j'étais aux études il y a une dizaine d'années, durant les cours, on a souvent parlé de la problématique du recyclage pour les panneaux solaires, c'était très dépensier et problématique. Merci. Donc, deux questions, la privilégier les autres ressources possibles, et puis ensuite sur le recyclage. Je peux répondre à la première partie, et je pense que M. Ador sera plus à même de répondre à la deuxième. Par rapport à l'obligation, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas eu d'obligation, il n'y a pas un focus sur le patrimoine. D'ailleurs, même les modifications à la législation ont facilité, je dirais, la pose de capteurs sur annonce seulement sur les bâtiments qui ne sont pas classés, qui ne sont pas à l'inventaire. Donc je crois que les autres restent soumis à l'autorisation. Donc je ne vois pas une focalisation sur le patrimoine, bien au contraire. Par contre, je trouve important de le permettre. Encore une fois, je crois que déjà, pour ceux qui sont motivés, qui sont prêts à mettre les moyens, à prendre les bonnes personnes de bien faire sur du patrimoine, ça permet aussi de développer les technologies qui sera plus accessible pour tout le monde à un stade ultérieur. On ne va pas ressortir ce soir en disant mais on se focalise sur le patrimoine, ce n'est pas le cas. On le permet, c'est vrai que nous comme énergéticiens on l'encourage, mais quand c'est bien fait et bien intégré, c'est sûr qu'il n'y a pas, on est en train de focaliser sur le patrimoine. Oui, parlons de durée de vie et recyclage. Pour le solaire thermique, la durée de vie des panneaux est entre 10 et 12 ans pour les pas très bons et 20 ans pour les meilleurs. Le recyclage des panneaux thermiques est très facile. C'est un assemblage d'aluminium, de cuivre, de laine de verre et de joints EPDM. Il suffit de les démonter et de remettre tout ça dans les filières existantes, où il n'y a pas de problème particulier. Pour le photovoltaïque, la durée de vie les plus anciens panneaux photovoltaïques qu'on ait, ils ont été testés au Tessin, TISO, qui était un des premiers centres de recherche solaire photovoltaïque du monde. Ils ont 36 ans. J'ai été visiter l'année dernière ces panneaux. Il y en a à peu près 90% qui marchent encore et une dizaine de pourcents qui sont abîmés. Et c'était une technologie artisanale et pas industrielle comme elle est maintenant. On peut espérer que les mauvais panneaux photovoltaïques entre guillemets durent 20 ans et les meilleurs 40. Les garanties sont données à 80% de la puissance pour 10 ans et garantie de remplacement en cas de puissance inférieure à 80% pour 20 ans pour la plupart des fabricants chinois de modules solaires, parce qu'ils sont chinois pour le moment. En termes de recyclage, on peut en parler longtemps, il y a aussi les Américains qui ont de très bons panneaux. En termes de recyclage du panneau photovoltaïque, c'est un petit peu plus compliqué, puisque c'est un sandwich d'assemblage, du Tedlar, du téflon, de la colle, des cellules en silicium, de la colle et du verre. Panneau verre Tedlar. Pour démanteler tout ça qui est très fortement collé, il n'y a pas 36 000 méthodes. La meilleure, c'est de tout casser en tout petits morceaux. Et les tout petits morceaux, vous l'avez peut-être expérimenté, quand c'est des petits morceaux de 1 ou 2 mm, chaque composant se délite, la colle s'enlève, et après il faut trier entre le verre qui se recycle dans une verrerie, le silicium qui se recycle dans l'industrie du silicium et du solaire, et qui se recyclera, et la colle qui pose un peu le problème, mais c'est du l'éthylvinylacétate, on peut aussi le recycler. Le Tedlar, le PTFE, le téflon est aussi recyclable. Les fabricants de modules solaires ont intérêt à signer la charte PV Cycle, qui est le recyclage organisé, une charte de recyclage organisé, développée sous les auspices de l'AIE et de l'Europe, et la plupart signent cette charte. Il y a des modules pour terminer qui sont plus difficiles à recycler, des modules, je ne vais pas faire de grande publicité aujourd'hui, mais des modules américains qui possèdent des métaux lourds, un peu difficiles à gérer. Ils ont un avantage, ils ne coûtent pas très cher, ils ont un autre avantage, ils sont relativement productifs. Donc, il y a aux États-Unis beaucoup de ces mètres carrés de modules installés. Personnellement, je fais le choix de ne pas le proposer dans mes projets, mais voilà, ils ont toutes les qualités, les tampons qui font qu'on peut croire qu'ils peuvent être recyclés. Regardez quand même les matériaux qui sont dedans. Le silicium, c'est du sable, in fine, donc il n'y a pas d'atteinte
polluantes. Il y a quelques matériaux à l'intérieur, phosphore, bore, etc., qui font le dopage d'une cellule. En traces, certes, mais quand on aura des millions et des millions et des millions de mètres carrés, ce que j'espère, les traces se transformeront en gros tas. Donc il faut savoir aussi le maîtriser, mais le bore et le phosphore sont des éléments connus depuis 150 ans, voire plus, et on sait, l'industrie chimique sait quoi en faire, elle sait comment les récupérer. Est-ce que j'ai répondu à la question? La durée de vie, peut-être, vous voulez l'énergie grise aussi, on a une question qu'on nous demande souvent. Vous installez des panneaux solaires, mais il faut 3 centrales nucléaires pour fabriquer un petit panneau solaire. La réponse est que c'est faux. Il faut pour les moins bons panneaux solaires à peu près 2 ans pour produire l'énergie qu'il a fallu dans l'usine pour les construire et dans le transport pour les faire venir de Chine et autres. Et pour les très bons, c'est-à-dire ceux qui produisent beaucoup, rapportés à la surface, il faut 6 mois. Et dans la thermique, c'est un petit peu différent parce qu'on produit techniquement un peu moins, mais l'usine est plus petite, c'est plus artisanal, c'est entre 6 mois et 1 an la production d'énergie absorbée pour les panneaux collecteurs thermiques par rapport à 12 à 20 ans de production. Donc, globalement, on reste dans le 10%. Oui, bonsoir, Laurent Chenu, je suis conservateur cantonal des monuments ici. C'est vrai qu'à ce titre, on est particulièrement intéressé à cette discussion ce soir. J'aurais souhaité peut-être qu'on aborde plus la question de cette dite dualité entre patrimoine et énergie solaire. De mon point de vue, en tout cas, les deux, la question énergétique et la question patrimoniale, sont toutes les deux un bien public. Et en ce sens, je crois que la Confédération a, de ce point de vue-là, fait un pas très important en mettant en évidence dans la loi qu'elle a votée en 2014 cette nécessité d'aller ensemble vers des solutions qui sont effectivement, dont l'objectif est de préserver à la fois un bien public énergétique et un bien public de celui patrimonial. J'ai observé aussi que la loi cantonale a elle-même aussi valorisé la question énergétique, tout en reprenant quelques éléments de la loi fédérale. La question que je me pose, c'est que finalement, vous avez, M. Walsiger, également montré que le canton de Vaud avait fait plus que ce que demandait la Confédération pour les questions énergétiques. Alors pourquoi est-ce que le canton de Vaud n'aurait pas fait, d'un point de vue politique, aussi dans sa loi sur l'énergie, plus pour les questions patrimoniales? Comme j'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est pas dans la loi sur l'énergie qu'il y a des aspects liés au patrimoine. La loi sur l'énergie rend obligatoire la pose, mais elle rend d'abord obligatoire la pose de panneaux photovoltaïques, elle rend obligatoire la production de 20% des besoins sur site pour tous les nouveaux bâtiments. C'est la seule chose qu'elle fait. Et puis les autres lois qu'on a mentionnées, c'est des lois sur l'aménagement du territoire. Donc je ne vois pas très bien ce que au niveau politique on aurait pu faire plus pour le patrimoine au niveau de la loi sur l'énergie. L'élément qui a été fait par rapport au patrimoine, et je crois que c'est une très bonne chose, c'est la commission consultative qui regroupe les différentes compétences patrimoine, agriculture, aménagement du territoire commune, énergie, pour justement discuter des projets qui posent question et qui méritent qu'on s'y attarde avec les différents regards et qu'on trouve peut-être des variantes au projet initial. Donc ça, je crois que c'est pour moi le geste fort. On dit en faveur du patrimoine, mais en faveur surtout de concertation. Il ne s'agit pas d'opposer, justement, mais vraiment de construire ensemble. Et je crois que cette commission consultative, ce geste fort de dire on ne va pas opposer, mais on va construire ensemble. Moi, je pense qu'à contrario, l'État a fait beaucoup pour le patrimoine, puisque l'obligation de mettre du photovoltaïque n'est que pour les bâtiments neufs, et qu'on renouvelle à peu près 1% de notre patrimoine architecturel. Donc il faudra 100 ans avant qu'on ait un peu de solaire dans ce canton. Donc tous les bâtiments existants, à mon avis, devraient passer à la loi d'obligation d'avoir du solaire sur leur toit. C'est mon avis. Et là, il y aura un débat sur le patrimoine. Pour le moment, il n'y en a pas, parce que le patrimoine, par définition, c'est souvent ce qui est du passé, n'est-ce pas? Patrimoine futur, il aura le solaire. Je vous le repasse. Tous les
Oui, encore un petit mot sur cette question finalement du projet architectural, parce que ce que vous décrivez maintenant, c'est effectivement la pratique du projet d'architecture aujourd'hui, comme si cette pratique n'était que dirigée sur des objets neufs. Or, on sait très bien aujourd'hui que la question du projet d'architecture, entre autres, et notamment pour la pose de capteurs solaires, est un débat au sein même des écoles d'architecture qui doit être abordé, qui doit être traité de façon intelligente, au sens de la lecture et de la compréhension des objets sur lesquels nous travaillons. Je pense qu'il est clair que lorsqu'on a une commission qui s'appelle promotion de l'énergie solaire et pas intégration ou réflexion sur la relation entre patrimoine et énergie, on a déjà loupé un escalier et un grand escalier. Et ça, je regrette parce que finalement, c'est aussi des éléments comme ça qui montrent dans quelle direction le canton souhaite aller. Je ne partage pas du tout ce point de vue. Je pense qu'au contraire, si on veut pouvoir vraiment rendre au projet sa valeur créative, comme vous l'aviez très justement relevé tout à l'heure, il faut absolument que ces questions patrimoniales soient intégrées dès le départ dans les réflexions sur la question énergétique et pas simplement sur la question architecturale et purement historique. Je pense qu'aujourd'hui, la question patrimoniale, c'est une question centrale parce qu'elle représente effectivement un bien public qu'il faut défendre ce bien public, le conserver, mais aussi le valoriser, voire même le transformer et le modifier. Et tout ça sous l'angle et sous l'intelligence d'un projet qui soit effectivement un projet respectueux et créatif. Je vais rajouter que là aussi, de nouveau, c'est le rôle des architectes. Intégrer des panneaux solaires dans le bâti, c'est un travail important, c'est un travail qui doit être fait de qualité, qui doit tenir compte des différentes caractéristiques du bâtiment, et puis, de nouveau, juger dans quelle partie c'est possible, dans quelle partie ça ne l'est pas forcément, comment intégrer, c'est un travail tout à fait passionnant et qu'il faut pouvoir développer. Encore une dernière question alors devant ici. Moi c'est une demi-question en fait, c'est plutôt une remarque à ce qui a été dit et une réponse à la réaction de M. Chenu. Je travaille au laboratoire d'énergie solaire, Maria-Christina Probst. Nous travaillons depuis un certain temps sur la question et depuis une année, nous sommes financés par l'OFEM, donc par l'Office fédéral de l'énergie, pour mener une étude justement sur ces questions, c'est-à-dire sur l'acceptabilité des capteurs solaires actifs dans le milieu urbain. Et donc c'est un travail qui arrive après des réflexions qui ont duré plusieurs années sur la question de la qualité d'intégration architecturale. Donc moi je suis architecte, j'ai commencé à travailler au laboratoire d'énergie solaire il y a 10 ans, donc j'ai un peu la sensibilité vis-à-vis des deux questions. Et le défi de départ, et à la base de ce nouveau travail, était celui d'essayer de donner la même importance à la sauvegarde de la qualité du contexte urbain, et je parle de contexte urbain et pas de patrimoine, parce que je pense qu'il y a un patrimoine qui est classé et qui est à sauvegarder, mais il y a aussi 90% des constructions qui créent le milieu dans lequel on vit et qui méritent aussi d'avoir une qualité qui est souvent pas à la hauteur de ce qu'on pourrait faire, mais qui doit aussi être préservée ou en tout cas pas empirée par des nouvelles exigences. Donc le défi était celui de donner la même importance à la diffusion du solaire et à une intégration de cette nouvelle contrainte énergétique, mais aussi de cette nouvelle opportunité, de cette nouvelle possibilité, sans que la situation soit dégradée, mais qu'à la limite, on puisse même en profiter, parce qu'il faut aussi être ambitieux, non ? On peut se permettre ça. Et ce qu'on a développé, c'est un outil qui s'appelle QSB, qualité, sensibilité et visibilité, qui vise à assurer une qualité adaptée aux différents contextes urbains. Donc, garantir une qualité maximale d'intégration du solaire, donc pas interdire des intégrations dans des zones qui deviendraient des zones rouges, mais inclure le patrimoine dans les bâtiments qui méritent
une réflexion, mais de garantir une qualité maximale que, on l'a vu à travers vos présentations, peut être atteinte. Mais elle peut être atteinte seulement si on met les moyens à disposition, les moyens économiques et les connaissances. Donc les connaissances doivent être construites et il y a beaucoup de confusion là-dessus. Donc les architectes ne sont pas encore prêts, mais pas par manque de volonté, simplement parce qu'il faut du temps pour métaboliser une nouvelle contrainte. Mais c'est des connaissances qui s'acquièrent, je suis optimiste, en 6 mois, à mon avis, si on a envie. Donc il faut connaître quels produits existent, il faut savoir où se retourner pour connaître ces produits, il faut savoir comment les intégrer, il faut que les architectes le sachent, avoir des notions de dimensionnement qui permettent de discuter avec les techniciens et de pouvoir dialoguer. Et finalement, il faut aussi des règlements adaptés, parce que si on n'impose pas d'utiliser le solaire, on n'utilise pas, mais si on n'impose pas d'avoir un certain niveau de qualité, on ne l'aura pas, même là où on peut l'avoir. Alors quand on intervient sur des bâtiments protégés, on ne peut pas mettre n'importe quoi, même quand on change les fenêtres. Donc on réglemente les types de cadres, les types de vitrage, etc. La même chose, c'est pour le solaire. Si dans les bâtiments protégés ou dans les bâtiments à une certaine qualité, on propose des intégrations solaires à la hauteur, on va promouvoir plus le solaire que si on impose des intégrations médiocres. Alors, le laboratoire d'énergie solaire est à disposition pour aider les réflexions, à profiter des réflexions qui ont été menées ces dernières années. Merci pour votre remarque, je crois que c'est essentiel, effectivement, la notion d'intégration, la notion de prendre en compte en fait ces nouveaux paramètres de la construction fait partie en fait, de notre travail. Merci. Alors oui, on prend une dernière intervention. Merci. Francis Léric du bureau d'Ifficiel à Lausanne. Question qui m'est venue récemment, c'est l'interaction en milieu urbain entre le patrimoine, le potentiel solaire de certains toits et les voisins. On arrive aujourd'hui à un moment où on a besoin de densifier en ville. On a aussi un souci de protection contre la chaleur, on favorise les arbres. Ces arbres poussent évidemment. Comment est-ce qu'on se projette dans le futur? Est-ce qu'il y a dans l'urbanisme une réflexion sur la protection du potentiel solaire du bâtiment, du bâti construit? Alors à mon niveau, monsieur, je peux vous apporter une réponse. On se préoccupe, parce que je dirige la recherche en énergie solaire en Suisse aussi, thermique, pas photovoltaïque, donc je me préoccupe de ça parce que les clients, dans mon activité privée, les clients viennent me voir en disant je suis ébloui, j'ai un risque d'éblouissement. Donc nous avons démarré une recherche sur ce qu'est l'éblouissement et comment on peut caractériser l'éblouissement dans une ville, de telle sorte qu'on puisse dire dans cette zone-là, il ne faut pas cet endroit-là, on peut faire une étude d'éblouissement particulier. C'est pas du tout évident parce que par exemple, les centrales solaires que vous avez pu voir, ce n'est pas le verre qui éblouit, puisque le verre est assez anti-reflet, c'est les câbles en aluminium qui peuvent présenter un problème, et personne ne l'avait vu ou relevé très peu. Et il faut avoir des solutions d'éloxage ou autres qui peuvent enchérir les coûts si on y prend pas. Donc, éblouissement, on en tient compte. Thermiquement, les calculs sur l'îlot thermique que vous connaissez tous d'une ville, à ma connaissance, il n'y a rien de très sophistiqué qui permettrait de dire qu'il y a un risque d'augmentation de température. L'éblouissement, oui, on va en tenir compte parce qu'il y a un cas à Zurich assez célèbre où il y a un bâtiment qui a, c'est l'office des bureaux, ils prennent 45 degrés à l'intérieur des bureaux parce qu'en face, il y a une réflexion sur un bâtiment qui n'est pas solaire mais qui a des vitrages anti-solaires justement pour éviter le soleil et qui reflète tout à l'intérieur du voisin. Donc, cet aspect, c'est Blendung normalement, va venir dans un projet de recherche, il est dans un projet de recherche, et on espère pouvoir, pour le spécialiste, intégrer ça soit dans un lésosail, soit dans un polysol, bref, dans un logiciel qui permettrait aux gens de planifier un risque d'éblouissement. On peut parler longtemps, il y a encore des serres en Hollande qui sont des facteurs d'éblouissement bien plus importants que les facteurs solaires, et puis les pilotes d'avion intéressants à Schiphol ne s'en plaignent pas pour le moment en tout cas. Voilà. Il y a une dimension importante dans la technologie ou le savoir, c'est l'urbanité, c'est la dimension de la ville et cette grandeur de la ville.
Et je dois dire qu'on manque beaucoup d'outils. Je vais vous citer mon expérience personnelle. Vous avez vu la canopée des Halles. L'architecte m'a dit quelle température va-t-il faire sous la canopée en plein été canicule. C'est un bâtiment complètement ouvert, comme un stade de foot avec des ouïes de poissons ouverts dessus. J'ai beaucoup fouillé la littérature, fait toutes les thèses possibles et imaginables des Italiens, Givoni et Santaboris, pour citer les Grecs qui sont célèbres, et puis les Japonais. Il n'y a pas d'études sur le confort thermique des zones externes soumises aux intempéries. Là, pourtant, c'est important. Donc là, on a toute une dimension d'urbanité thermique, énergétique, qu'on ne connaît pas encore. Un champ de travail pour le 21e siècle. Voilà, je crois que... Il me semble qu'on a abordé quand même quelques points un peu chauds. Merci Laurent Chenu. Il y a quand même des questions conceptuelles qui à mon sens, j'ai bien compris, ne sont pas tout à fait claires dans la façon d'aborder les choses. De la part d'État. On a vu qu'il y avait des solutions et peut-être des réponses intéressantes qui sont en train d'être développées sur l'élaboration de systèmes d'évaluation de ces dispositifs. J'aimerais vous remercier au nom de l'Assemblée. Je crois qu'on peut encore applaudir nos 3 orateurs ce soir. Vous êtes tous invités cordialement par les amis de l'urbanité à un apéritif là derrière et on peut continuer le débat derrière la cloison là derrière. Voilà. Merci beaucoup.